Bonjour à tous, du coup bienvenue, à cette troisième conférence, du salon virtuel du PVT, Australie. On est ravis de vous retrouver. J'espère que tu vas bien Lisa? Très bien. Et toi, Morgane? Très bien également. Du coup, on va rapidement se présenter avant de commencer et d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Si jamais vous avez été présent aux premières conférences, donc vous avez déjà dû avoir cette présentation, n'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs si vous étiez présent la semaine dernière. C'est toujours cool de savoir que vous suivez un petit peu ce mois de préparation au départ en PVT Australie. Donc, je vais commencer à me présenter pour les personnes qui arrivent et qui sont présentes pour cette troisième conférence, mais première pour eux. Donc moi, je suis Morgane, je fais partie de l'équipe pvtis.net et wgaustralie.com. Je suis partie en PVT en Australie en avril 2022. Et pour la petite histoire, j'ai rejoint l'équipe de PVTistes à ce moment-là. J'ai donc eu la chance de parler de mon expérience en Australie. Et en rentrant un an plus tard, donc en France, j'ai eu l'occasion de continuer l'aventure, notamment sur le site www.australie.com que l'on a développé avec pvtis.net. L'idée du site, c'est vraiment d'aller compléter l'information qui est déjà disponible sur PVTist. Donc, on a eu la volonté vraiment d'aller encore plus loin sur certaines thématiques pour vous accompagner au mieux dans votre recherche d'un logement, votre recherche d'un emploi. Vraiment beaucoup de ressources utiles que je vous invite à checker quand vous en avez l'occasion. Donc, tout est évidemment gratuit sur notre site, comme c'est le cas sur pvtis.net. Vous bénéficiez aussi de bons plans qui sont très utiles pour notamment faire pas mal d'économies avant de partir, mais aussi pendant votre aventure en Australie. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Sur ce réseau, on est vraiment très, très active avec Lisa. On essaye de donner vraiment de l'information actuelle sur le PVT en Australie pour vous accompagner encore une fois le mieux possible dans la préparation de votre départ. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux. Et puis, je vais laisser peut-être Lisa se présenter également. Merci, Morgane. Bon, de toute façon, tu as résumé la majeure partie des deux sites en un temps record et vous avez toutes les infos qu'il vous faut de toute façon dans ce que vient de dire Morgane. Mais en effet, donc moi, c'est Lisa. Je suis chef de projet en communication côté pvtist.net et sur whvaustralie.com. J'ai le grand bonheur d'être le binôme de Morgane pour vous parler tous les jours de l'Australie et de toutes les merveilles de ce pays, de votre départ en PVT, que ce soit une partie travail, une partie tourisme. On fait tout ce qui est possible de faire pour vous accompagner sur tous ces volets-là. Donc, on va être ensemble encore cette semaine et la semaine prochaine. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas participé aux deux conférences de la semaine dernière ainsi qu'au live, on avait rappelé le programme de ce mois du PVT virtuel Australie. Donc, je vais me permettre de faire un petit récap pour les nouveaux et les nouvelles. Donc, aujourd'hui, on est ensemble pour tout ce qui va être démarche à l'arrivée, comment les faire et surtout dans quel ordre, parce que ça peut être parfois un peu brouillon et on ne sait parfois pas par quel bout prendre le problème. Ensuite, demain, on sera de nouveau ensemble à la même heure, 18h, heure française et belge, toutes les deux avec Morgane, pour une conférence sur le thème s'installer en Australie. Et là, ça va plutôt parler de la recherche de job et de logement. Donc, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez sur cette thématique à ce moment-là. Mercredi à midi, heure française belge, vous retrouverez Morgane et cette fois-ci Julie, côté pvtist.net, pour un live sur Instagram. Et là, ça va plutôt être un peu plus généraliste sur ce qu'est le PVT Australie. Donc, si parmi vous, vous êtes certains ou certaines à ne pas forcément trop être à l'aise avec le sujet du PVT, mais à vouloir faire un petit peu vos recherches à droite, à gauche, le live de mercredi sera pour le coup fait sur mesure pour vous et vous pourrez y poser toutes vos questions. Lundi 15, donc la semaine prochaine, on se retrouvera de nouveau pour une conférence toujours à 18h heure française sur l'achat d'un véhicule cette fois-ci. On vous parlera un peu des erreurs à éviter et puis on vous présentera tout ce que vous avez déjà sur notre guide gratuit qui est sur le site de whvaustralie.com. Le mardi qui suit, donc le 16, on aura une conférence sur le renouvellement de visa cette fois-ci, sur comment comptabiliser les 88 ou les 179 jours en fonction de si vous renouvelez une fois ou deux, donc 2 ans ou 3. Et enfin, on terminera ce mois de l'Australie par le live du mercredi 17, cette fois-ci à midi heure française sur Instagram pour découvrir l'Australie, les tops et lieux et expériences qu'on vous conseille de faire quand vous êtes sur place parce que parfois vous restez 1 an, 2 ans, 3 ans, mais certains restent aussi moins. Ça arrive et c'est tout à fait possible. Donc on vous donnera les grandes lignes qu'on pense être importantes pour nous.
Morgane, est-ce que tu veux compléter ou on commence dans le vif du Bah, sujet? du coup, pour juste rentrer dans le vif du sujet, la semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, on a passé du temps pour la préparation au départ, donc tout ce qui concerne les démarches administratives, tout ce qui concerne la demande de visa, etc. Aujourd'hui, on rentre dans le concret puisqu'on part en Australie. Donc vraiment là, c'est toutes les démarches à l'arrivée, même de votre départ de l'aéroport en France jusqu'à votre arrivée à l'aéroport en Australie. Et ensuite, toutes les démarches importantes à réaliser au niveau administratif. Donc, si vous partez bientôt, c'est vraiment la conférence qui devrait, une des conférences qui devrait le plus vous intéresser. Rapidement, pour vous expliquer, on est ensemble pour 1 heure. On va un petit peu vous présenter le sujet pour que vous puissiez aussi avoir quelques questions rattachées aux démarches administratives, notamment à l'arrivée. Donc, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions. Essayez d'être donc lié à la thématique du jour, puisque toutes les conférences ont une thématique. Donc, on essaye de respecter un petit peu les questions pour avoir le temps de répondre à tout le monde. Et puis, on va pouvoir commencer. Je ne sais pas si on arrive à présenter. Du coup, j'arrive pas à changer juste la... Ouais, moi, je ne vois pas la présentation, donc dites-nous en commentaire si vous voyez juste nos 2 énormes têtes ou aussi la présentation qu'Organe va mettre. Parce que je n'arrive pas emplacement caméra. On pouvait difficilement être plus zoomé. En plus, c'est vraiment formidable. Ah, je crois qu'on est bon. Ah ouais? Est-ce que tu vois pareil que moi ou pas, Lisa? Moi, je te vois toi et moi. Ok, super. Bon, moi, je vois on peut voir la présentation. Génial. Super. Le me dit que c'est bon. Bien. Parfait. Donc, vas-y, Lisa, je te laisse. Tu seras en charge de la présentation comme tu fais bien. Ok, alors on va pouvoir commencer et on va commencer cette conférence par évidemment le plus logique qui va être le jour du départ. On vous a fait une petite liste de ce que vous aurez besoin d'avoir avec vous. Alors, on vous fait cette liste pas parce qu'on pense que vous êtes bête et que vous n'y penserez pas, mais parce qu'on sait que d'expérience, un départ en PVT, c'est stressant. Ça peut arriver d'oublier un document, d'oublier quelque chose. Soit vous êtes plutôt liste mentale et vous avez tout dans la tête, sinon on vous conseille d'avoir toujours cette petite liste écrite sur vous, quitte à avoir des petites cases à cocher pour être sûr que vous avez tout bien pris. Donc en premier document, bien évidemment, puisque vous ne pourrez pas voyager sans, ça va être votre passeport qu'il faudra bien avoir sur vous. Et d'ailleurs, tous ces documents et ces choses qu'on vous donne dans cette liste, ayez-les sur vous et pas dans votre bagage en soute, puisqu'une fois que vous aurez envoyé votre valise pour qu'elle soit mise en soute, vous n'aurez plus accès à ces documents, donc gardez-les bien avec vous dans votre bagage cabine. Évidemment, votre billet d'avion, quoique si vous l'avez en format dématérialisé, a priori, si vous pensez à prendre votre téléphone, vous aurez votre billet d'avion avec vous. Mais sait-on jamais, certains sont team impression du billet, donc ayez-le bien près de vous. Votre preuve de fonds, on dit souvent qu'il faut qu'elle soit récente puisque vous devez aussi justifier de vos fonds quand vous faites votre demande de PVT. Vous l'avez très certainement vu si certains ou certaines d'entre vous ont déjà eu leur visa. Elle doit être récente pour pouvoir prouver si jamais un agent immigration vous le demande quand vous serez arrivé en Australie. Elle devra être assez récente pour prouver que vous avez bien le montant que vous avez déclaré avec vous, que ce soit plus ou un petit peu moins, mais en tout cas une preuve de fonds récente. Votre permis national et international, si vous en avez fait la demande, ou bien votre permis national et la traduction officielle NATI, celle qui est obligatoire dans certains États comme le Queensland par exemple. Il me semble de mémoire, Morgane, tu m'arrêteras si je me trompe, évidemment que c'est pour le moment, en tout cas, le seul État dans lequel vous devez bien avoir obligatoirement une traduction NATI. Ayez ces documents également sur vous, ça vous permettra de les avoir à portée de main, pareil. On n'est jamais trop sûr à 100% de retrouver son bagage quand on arrive dans un pays, quand on voyage. Donc, au moins, vous avez ces documents-là importants avec vous. Évidemment, votre assurance santé de type Globe PVT. Vous verrez que quand vous aurez souscrit à Globe PVT, vous recevrez un petit certificat avec votre numéro de contrat, etc. Ce sera ça à avoir avec vous, pareil, si on vous le demande, pour pouvoir à la fois l'utiliser sur place quand vous aurez besoin de vos numéros, mais aussi pouvoir justifier que vous avez bien une assurance santé. Pour rappel, elle est obligatoire en Australie. Il y a peu de contrôle, mais c'est bien une obligation lorsque vous partez en PVT d'être assuré pour votre santé. Si vous choisissez de faire vos premières transactions ou même toutes celles que vous aurez en Australie pendant votre PVT, vous aurez très certainement du liquide sur vous. Ne prenez pas une trop grosse somme, il y a toujours une somme maximum à respecter, mais a priori, dans une limite de 10 000 €, vous êtes tranquille généralement quand vous partez en vacances. Ayez cet argent liquide sur vous, pas dans vos poches, ou si vous retirez vos clés ou votre téléphone, ça tombe par terre, mais prévoyez au moins une petite enveloppe, quelque chose d'assez sécurisé, pour pouvoir laisser dans votre bagage cabine et pas vous faire piquer cet argent liquide-là.
Si vous avez des médicaments également, emmenez vos ordonnances. C'est-à-dire que si vous avez pris du Doliprane que vous vous êtes fait prescrire par le médecin ou ce genre de choses, ayez bien tout sur vous. Comme ça, si on vous demande un justificatif, vous avez votre ordonnance avec vous. C'est hyper important. Donc, pensez bien à ça. Et enfin, on parle d'informations sur votre logement, puisque lorsque vous verrez, Morgane va vous le présenter juste après, vous remplirez l'incoming passenger card une fois que vous serez dans l'avion. Et là, vous allez devoir donner une adresse à laquelle vous resterez en Australie. Il se peut que l'agent d'immigration vous redemande aussi à quelle adresse vous serez une fois que vous allez arriver sur le territoire. C'est simplement eux pour avoir un point de repère. Et puis vous également, si à un moment donné vous arrivez, vous n'avez plus de connexion, ce genre de choses, vous avez au moins une adresse à laquelle vous référez. Si votre auberge de jeunesse est trop loin, vous avez au moins repéré un café qui est à côté de l'aéroport pour pouvoir charger votre téléphone. Essayez d'avoir ces petites choses-là, c'est des tips qu'on peut vous donner quand vous arrivez. Top. Alors du coup, au niveau du jour du départ, vous êtes prêt à partir avec tous les documents que vous a listés Lisa. Au niveau de votre arrivée en Australie, sachez que dans le dernier avion qui vous mène à votre destination finale, peu importe la ville choisie en Australie, le personnel à bord de votre avion vous transmettra une carte de passager qu'il faudra remplir. Alors moi, ce que je vous recommande, si vous êtes notamment pas très à l'aise en anglais, c'est de la checker un petit peu avant de partir, comme ça vous êtes familier avec les questions qui vous seront posées. Après, honnêtement, les questions sont assez simples. C'est beaucoup de questions liées à votre identité, des informations notamment sur votre logement, sur votre numéro de passeport, le vol, etc. Mais aussi des petites cases à cocher selon ce que vous allez emporter avec vous en direction de l'Australie. Pour rappel, à la fin de la conférence, on vous enverra un récapitulatif avec les liens utiles qui seront rattachés à la thématique du jour. Donc, vous retrouverez pas mal d'articles liés aux informations qu'on vous a données aujourd'hui. Mais de mémoire, on n'a pas inséré l'article qui devrait vous intéresser sur ce que vous pouvez emporter ou non avec vous en direction de l'Australie. On en a rapidement parlé la semaine dernière. C'est très important de vous intéresser à ce que vous pouvez emporter dans vos bagages parce que si jamais vous prenez des choses qui sont interdites, vous pourriez avoir des amendes à votre arrivée sur le territoire. Donc, évitez de faire ces petites erreurs-là. Ça pourrait potentiellement vous coûter cher. Donc, on vous recommande d'aller sur l'article en question. Je vous l'enverrai dans le chat juste après. Ensuite, donc, à votre arrivée en Australie, vous allez avoir plusieurs grandes étapes à l'aéroport. La première étape, c'est le passage à l'immigration. Alors là, il y a deux options. Soit vous allez passer par le contrôle automatique avec passeport et donc la carte magnétique liée à votre document, soit donc le passage traditionnel avec un officier des frontières australien. Donc à vous de voir ce que vous préférez faire. Moi, j'étais pas très aventurière à ce moment-là, n'ayant pas un très très bon niveau d'anglais. Je voulais pas forcément tout de suite me confronter à un passage traditionnel et donc un officier des frontières australien. Donc, j'ai préféré passer par le contrôle automatique avec mon passeport français. C'est aussi réalisable avec un passeport belge. Donc, à vous de voir ce que vous préférez faire. Dans tous les cas, si vous passez par un passage traditionnel, l'officier des frontières se réserve le droit de vous demander des documents complémentaires. Donc, votre passeport, votre billet d'avion, potentiellement votre preuve de fonds, donc suffisamment récente, et peut-être votre preuve d'assurance. Donc, les contrôles sont vraiment pas systématiques, ils sont même assez rares en Australie, mais je vous recommande quand même d'avoir tous ces documents sur place, comme l'a dit tout à l'heure Lisa. On ne sait jamais, s'il y a un contrôle, c'est toujours bien et ça vous évite d'avoir des mésaventures à l'arrivée. Ensuite, vous allez passer la deuxième étape qui est donc la douane et la biosécurité. Donc, quand vous allez vous diriger vers le hall des arrivées, on va vous demander donc de donner votre carte de passager à un agent d'immigration qui va vérifier un petit peu les informations que vous avez remplies sur cette carte-là. Et soit on va vous demander de quitter la zone, donc vous êtes tranquille, soit on va vous demander de procéder à une fouille un peu plus poussée selon les cas, soit simplement rayon X, donc passer les bagages sous rayon X, soit une fouille des bagages, parfois chien renifleur, etc. Si c'est le cas, vraiment, pour le coup, ne paniquez pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes suspecté de quoi que ce soit. Les contrôles sont généralement aléatoires et ils ne sont vraiment pas systématiques. Moi, quand je suis arrivée en Australie, on ne m'a pas fait passer de contrôle particulier. On m'a invité à quitter la zone. Mais par contre, quand je suis revenue de mes vacances à Bali pendant mon PVT, on m'avait fait une fouille un peu plus poussée. Donc, l'essentiel, c'est d'être très sincère avec ce que vous
transporter. Si vous avez des cigarettes, déclarez-les, etc., etc. Donc, pensez bien, encore une fois, à analyser un petit peu notre article qui parle de ce que vous pouvez emporter et ce que vous devez déclarer à votre arrivée en Australie. Et ensuite, donc, vous rejoignez le hall des arrivées et vous êtes enfin en Australie. Et à ce moment-là, votre visa PVT s'active. Et donc, c'est à partir de cet instant que vous avez 12 mois pour pouvoir profiter du territoire australien renouvelable pour une deuxième année, évidemment sous condition. Merci beaucoup Morgane. Alors maintenant que vous avez passé l'immigration, la douane et que vous êtes enfin arrivé en un seul morceau, en une seule pièce en Australie, vous allez pouvoir commencer votre PVT. Ça y est, il est activé et on a identifié 5 choses principales à faire quand vous allez arriver en Australie. Peu importe la ville de votre arrivée, évidemment, ce sera la même chose pour tout le monde. En premier lieu, on vous conseille de prendre un forfait mobile. Alors là, vous avez plusieurs options. Soit vous avez décidé de suspendre, de supprimer votre ligne française, belge, peu importe, et dans ce cas, vous aurez besoin d'une ligne australienne, ou bien vous avez souscrit un abonnement téléphonique international, par exemple chez Free. Donc ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez, de vos préférences, etc. Chacun fait comme il peut et comme il veut, mais vous allez devoir souscrire un abonnement chez un opérateur australien, ne serait-ce que pour qu'un employeur puisse vous recontacter. Là, vous avez plusieurs opérateurs en Australie. Vous avez 3 opérateurs, disons, majeurs, ceux qui sont les plus importants. Vous avez Telstra, vous avez Optus et vous avez Vodafone. Ça va être les 3 plus gros. Et vous avez également des low cost. Généralement, on parle de Aldi, par exemple, qui font des cartes SIM low cost. Vous avez aussi Coles ou Dodo ou Boost. Ça, c'est les principaux opérateurs à connaître, les low cost et les majeurs. On a également, il me semble, un article là-dessus, donc on vous l'enverra. De toute façon, je ne sais plus si on vous l'a précisé, mais après cette conférence, vous recevrez un mail, une newsletter, un peu comme vous avez reçu pour votre inscription, mais avec des liens récapitulatifs. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Si vous loupez une ou deux notes, ce sera également en replay. Donc, normalement, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Tous, évidemment, un peu comme partout, ne proposeront pas la même couverture réseau. Il faut faire attention à ça avec l'Australie. Parfois, on vous parle d'opérateurs qui couvrent la majorité du territoire, mais ce n'est pas forcément vrai pour toutes les zones géographiques, notamment si vous allez un peu plus loin dans le désert, par exemple. Il se peut que la couverture ne soit pas la même. Il n'y a pas non plus, évidemment, les mêmes prestations ou les mêmes tarifs. Mais là, vous aurez plutôt le choix entre 2 choses principales, prendre un forfait avec engagement ou prendre un forfait prépayé sans engagement cette fois-ci. Et puis, on vous conseille surtout de le prendre chez les opérateurs majeurs puisque vous aurez tout de même une meilleure couverture réseau. C'est un peu plus cher, mais vous aurez une couverture un peu plus étendue si vous savez que vous allez crapahuter un petit peu partout en Australie et vous aventurer dans des zones un peu reculées. C'est surtout ce qu'on vous conseille. Pour ce qui est de prendre l'abonnement et de souscrire à un opérateur, soit vous le faites à l'aéroport, vous verrez qu'il y a des kiosques qui sont dédiés à ça, soit dans une boutique dédiée, un peu comme on peut faire en France par exemple pour celles qui existent toujours, ou bien en supermarché également, vous pouvez prendre des cartes SIM ou des cartes eSIM chez les opérateurs. Ensuite, en deuxième étape, vous avez évidemment l'ouverture d'un compte bancaire. Ça, c'est essentiel puisque vous allez devoir être payé si vous décidez de travailler pendant votre PVT. Attention, ce n'est pas une obligation de travailler, mais la plupart des PVTistes le font. Mais également pour payer vos dépenses quotidiennes. C'est plus simple et puis de toute façon, ça va être essentiel à votre quotidien. On sait que le PVT, ça reste une parenthèse dans notre vie, mais ça reste un endroit où vous allez vivre tous les jours. Et avoir un compte bancaire, c'est quand même quelque chose de primordial. En Australie, vous avez différentes banques, notamment la Westpac, qui est la plus populaire chez les PVTistes. Vous en avez d'autres si vous préférez ouvrir un compte bancaire chez une autre banque, mais c'est celle dont vous avez très certainement déjà dû entendre parler. En fonction d'à quel stade vous êtes rendu de votre préparation de PVT, vous avez déjà certainement dû voir passer ce nom de banque-là. Et là, pour ouvrir votre compte, généralement, peu importe la banque, c'est les documents qu'on va vous demander. Il faudra évidemment votre passeport, votre visa valide, mais a priori, vous êtes passé à l'immigration et vous avez activé votre PVT. Une adresse australienne, même si elle est temporaire, même s'il s'agit d'une auberge de jeunesse, même s'il s'agit d'un petit Airbnb, d'un hôtel, peu importe, vous aurez besoin d'une adresse australienne, une adresse mail également à fournir à la banque et un numéro de téléphone. Donc on y revient à notre fameux forfait téléphonique. Il faut qu'il soit actif, c'est hyper important. Donc qu'il soit australien ou français ou belge, il faut que vous puissiez donner un numéro de téléphone. Sans ça, vous ne pourrez pas ouvrir de compte bancaire.
L'ouverture du compte, elle est un peu comme partout, elle est instantanée. C'est juste qu'il faudra attendre une bonne semaine au moins avant de recevoir votre carte bancaire. Donc, c'est là aussi que l'adresse australienne est importante. Celle que vous allez donner, c'est certainement celle à laquelle on vous enverra votre carte bancaire, sauf si une banque vous propose de venir chercher votre carte sur place. Lorsque vous aurez procédé du coup à l'ouverture de votre compte bancaire, vous pourrez là, une fois cette étape faite, transférer vos fonds français, belges, peu importe, encore une fois, sur votre compte australien. Nous, on vous conseille de passer par Wise, notamment si vous ne l'avez jamais utilisé, puisque ce sera l'option qui sera la plus économique pour vous. En passant par pvtis.net ou whvaustralie.com, les bons plans qu'on va vous donner, généralement, on a les deux sur les deux sites, de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez souscrire à Wise pour la première fois, faire votre transfert, et là, vous économisez les frais de transfert jusqu'à un certain montant et vous ne payez que si vous dépassez. Donc, on vous conseille vraiment de prendre ça. Nous, en tant que PVTistes, on l'a fait, même en dehors de l'équipe pvtis.net ou whvaustralie.com. C'est ce qu'on utilise et c'est ce qu'on recommande. Ensuite, en troisième étape, vous allez faire ce qu'on appelle une demande de TFN. Ça aussi, c'est un mot avec lequel il va falloir vous familiariser puisque vous allez souvent le croiser dans votre demande, mais aussi dans votre aventure en Australie. Ça, c'est votre numéro qui est indispensable pour travailler. De toute façon, vous ne pourrez pas faire sans. C'est l'Australian Tax File Number. Ce numéro, il est personnel et il est à transmettre à tous les employeurs. C'est-à-dire que si vous changez d'employeur au cours de votre PVT, vous ne changez pas de numéro. C'est toujours le même, mais par contre, vous le redonnez à votre nouvel employeur. C'est ce qui va vous servir en fait aux impôts, puisque en Australie, vous êtes prélevé à la source. Et en tant que PVTiste, du coup, via ce numéro TFN, vous ne serez taxé qu'à, entre guillemets, 15% si vous ne dépassez pas 45 000 $ de revenus au cours de l'année fiscale. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on pourra revoir peut-être à une autre conférence ou en live en tout cas. Et puis si vous vous inscrivez à des ateliers de préparation au départ de Morgane, ce sont des sujets qu'elle aborde. Donc vous faites votre demande de TFN. Vous avez un délai de 28 jours à attendre après la demande. Donc quand vous arrivez en Australie, si vous savez que vous allez travailler, on vous conseille de le faire tout de suite. Vous pouvez commencer à travailler sans avoir ce TFN, mais vous avez un maximum de 28 jours là aussi pour donner votre TFN à votre employeur. Sinon, les 15% dont je vous parlais se transforment en 45% de taxes. Donc là, d'un coup, c'est une petite douche froide, une grosse douche froide. Donc vraiment, faites-le le plus tôt possible et vous pouvez comme ça, dans le temps imparti, le transmettre à votre employeur. Et si c'est le cas, si jamais vous êtes de toute façon taxé à 45% parce que soit vous n'avez pas eu le temps de faire votre TFN, soit il y a eu un problème dans la réception, etc., vous pouvez récupérer les taxes payées en trop via le tax return à la fin de l'année fiscale. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais retenez bien, on fait sa demande de TFN, elle se fait en ligne directement sur le site de l'ATO. Et vous devez la faire une fois que vous êtes en Australie. Vous ne pouvez pas anticiper cette demande-là. Et elle est bien évidemment gratuite de toute façon. Parfait. Moi, je prends le relais sur les 2 dernières étapes à réaliser à votre arrivée sur le territoire. Il y a le choix de la superannuation, à ne pas confondre avec le TFN. Souvent, je vois l'erreur. La superannuation concerne la retraite. Le TFN concerne les impôts. Donc, concernant la superannuation, en fait, en Australie, même dans le cadre d'un PVT, vous allez cotiser pour votre retraite australienne. Je sais que ça peut paraître bizarre, pourtant, c'est le cas. Donc, vous allez devoir choisir une superannuation au moment de votre arrivée sur le territoire. En réalité, vous avez 2 options. Soit vous décidez de choisir votre propre fonds et dans ce cas-là, on vous enverra du coup dans le récapitulatif un article qui vous liste un petit peu tous les fonds de superannuation qui existent en Australie pour que vous puissiez faire votre choix et ensuite réaliser votre démarche au moment de votre arrivée sur le territoire. Soit vous décidez de faire comme moi, c'est notamment l'option pour les petits flemmards, de choisir le fonds de votre premier employeur. En réalité, quand vous allez signer votre premier contrat de travail, votre employeur va vous demander de fournir les informations rattachées à votre superannuation. Et si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas encore fait le choix de votre super, vous pouvez très bien lui dire je veux souscrire, en tout cas être rattaché à la superannuation de ton entreprise. Et dans ce cas-là, si votre employeur vous le propose, il peut faire la démarche pour vous et donc vous inscrire sur sa superannuation rattachée à ses salariés. Dans ce cas-là, vous allez recevoir de la part de votre employeur un numéro de superannuation rattaché à votre compte. Il vous suffira ensuite de vous connecter sur
sur la superannuation dédiée, donc de vous créer un compte pour pouvoir suivre les cotisations retraite que vous allez pouvoir recevoir tout au long de votre PVT. L'avantage du coup de choisir le fonds de votre employeur, c'est que la démarche n'est pas à réaliser. Si jamais vous préférez quand même choisir votre propre fonds, la démarche est quand même assez simple. Si vous vous inquiétez, je vous rassure, il suffit simplement de choisir sa superannuation, de s'inscrire et ensuite tout se fait plutôt facilement. À savoir quand même que la superannuation que vous allez choisir ou qu'on va vous donner, vous allez pouvoir la conserver tout au long de votre visa et même si vous renouvelez votre visa pour une deuxième, voire une troisième année. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. C'est une démarche qui est à réaliser qu'une seule fois et ensuite vous êtes tranquille tout au long de votre aventure en Australie. Ensuite, après votre inscription, du coup, par rapport à la superannuation ou alors après que votre employeur vous a inscrit, votre super démarre et à ce moment-là, vous n'avez plus grand-chose à faire à part suivre vos cotisations. En gros, votre employeur ou vos employeurs, selon si vous travaillez pour plusieurs personnes ou pour plusieurs entreprises, vont devoir cotiser pour vous en plus de votre salaire à votre superannuation. Et donc, vous allez pouvoir suivre, généralement, ils cotisent pour vous tous les 3 mois. Donc, vous allez pouvoir suivre tous les 3 mois ces cotisations retraite-là qui vont rentrer sur votre fonds super. Et vous allez pouvoir voir vos cotisations retraite augmenter au fur et à mesure de votre PVT, notamment si vous travaillez beaucoup. Et l'avantage, c'est qu'à la fin de votre aventure, quand vous rentrerez en France, vous allez pouvoir récupérer une petite partie de ce que vous avez pu cotiser pendant votre aventure. Donc, ça ne représente pas des grosses sommes, mais quand même, parfois, on peut atteindre plusieurs centaines de dollars. Donc, c'est plutôt positif, surtout quand on rentre dans un PVT et qu'on a beaucoup voyagé ou beaucoup dépensé. La 5e et dernière démarche qu'on vous recommande de faire, là pour le coup, c'est pas obligatoire, mais vraiment, on invite tous les PVTistes, que ce soit en Australie ou ailleurs, de réaliser cette démarche. Notamment, c'est pour les personnes qui pensent rester plus de 6 mois dans le cadre de leur PVT. C'est de bien penser à s'inscrire auprès du consulat de France et donc à réaliser une inscription au registre consulaire. Le consulat de France est situé à Sydney, mais la démarche, elle se fait très facilement en ligne sur donc le site du consulat de France. La démarche, elle est gratuite. Elle se fait donc en fournissant quelques documents administratifs. Et l'avantage, c'est qu'elle vous permet, cette inscription, de pouvoir renouveler facilement des documents d'identité si jamais ils arrivent à expiration pendant votre visa ou si jamais vous les perdez, vous les égarez, peu importe. Ça vous permet aussi d'être inscrit sur les listes électorales si jamais il y a des élections. Ça peut être une bonne chose pour pouvoir voter normalement, même pendant votre PVT. Et ça permet aussi d'être prévenu si jamais il y a des petits problèmes sur le territoire. Si jamais vous restez moins de 6 mois sur le territoire, l'inscription au registre consulaire n'est pas forcément recommandée. Par contre, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères vous propose et vous met à disposition l'outil Ariane qui est recommandé pour pouvoir justement être prévenu en cas de problème sur le territoire en Australie, qui vous permet d'être prévenu s'il y a, je ne sais pas, des alertes terrorisme ou alors s'il y a des alertes liées à la météo. Peu importe, ça vous permet quand même de vous mettre en sécurité et de connaître en tout cas les marches à suivre pour pouvoir être serein dans le cadre de son aventure en Australie. Donc à partir de là, vous êtes prêt à démarrer réellement, on va dire, votre aventure en Australie puisque vous avez réalisé toutes les démarches administratives qui vont pouvoir lancer votre aventure et lancer surtout sereinement votre PVT puisqu'après ça, vous allez pouvoir chercher du travail, chercher un logement, chercher un véhicule si vous voulez acheter un véhicule et traverser l'Australie, par exemple. Donc, on va peut-être pouvoir maintenant passer aux questions. Je ne sais pas s'il y en a. J'ai pas un... Si, il y en a un petit paquet. Ça ne m'étonne pas parce que c'est généralement la thématique qui intéresse beaucoup. Celle du travail aussi de demain devrait intéresser également. Je vais pouvoir commencer à les prendre. Allez, trop bien. Comme ça, on est bon. Alors, on a Lucie qui nous dit, est-ce qu'on pourra recevoir la présentation par mail? Alors du coup, comme on disait tout à l'heure, il y aura le replay de cette conférence-là, donc vous aurez la présentation dessus et on va surtout vous envoyer un mail dans lequel vous verrez, ce sera bien rangé, des liens utiles vers lesquels vous pourrez vous référer et que vous pourrez retrouver vraiment toutes les infos à l'intérieur. Vous recevrez ça par mail après la conférence.
Ensuite, on a Julien qui nous dit, question vaccination, y a-t-il des choses à savoir avant le jour du départ? Oui, de préférence. Et donc, des choses à ne pas oublier. Pour les vaccins, on vous conseille, et puis vous devez de toute façon être à jour, c'est-à-dire que si vous avez des rappels qui n'ont pas été faits, mais qui devaient l'être, faites-les avant de partir. Sinon, il n'y a aucune obligation en soi de vaccin. Renseignez-vous juste si vous comptez voyager en dehors de l'Australie, notamment en Asie. Des vaccins qui sont nécessaires de faire dans certains pays, notamment je crois que c'est la fièvre jaune ou quelque chose comme ça. Faites-vous vacciner pour ça, au moins vous êtes tranquille, même si vous n'êtes pas forcément sûr, mais vous pensez qu'il y a des chances que vous allez voyager, faites-les, vous serez plus tranquille de les faire avant plutôt que de les faire quand vous serez en Australie. Laura nous dit pour les médicaments, est-ce vrai qu'il faut garder toutes les boîtes? J'amène un traitement quotidien, donc ça fait beaucoup de boîtes. Je laisserai Morgane compléter la réponse, mais il faut savoir qu'en Australie, vous ne pouvez partir qu'avec 3 mois de traitement maximum. Donc j'entends que ça fait beaucoup de boîtes, mais c'est surtout que tu ne pourras peut-être pas tout emmener, à moins de demander. Il me semble que ça existe une dérogation spéciale, ou en tout cas une demande, sinon il faudra que tu te les fasses envoyer. Mais oui, bien garder toutes les boîtes de toute façon et surtout les ordonnances. Et si vous pouvez avoir une lettre traduite en anglais pour expliquer aussi pourquoi vous les avez, ça peut être vraiment une bonne chose. Et puis de toute façon, si on vous le demande, il faudra que vous l'ayez sur vous. C'est parfait. On fait un bon binôme. Je crois que la question revient d'ailleurs après, donc on pourra reparler de l'envoi des médicaments. Clément, bonjour. Pour l'argent liquide, il faut faire du change et combien à peu près? Est-ce que tu as un conseil là-dessus, Morgane? C'est une bonne question. Alors, tout dépend des situations. Moi, je sais que j'étais partie avec une carte internationale, donc une carte bancaire internationale. Ça m'avait facilité la vie, on va dire, au début de mon aventure, mais ça m'était pas... Enfin, ça n'avait pas été très utile sur le reste de l'aventure puisque j'avais ouvert un compte bancaire australien. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais la carte bancaire internationale et aussi un petit peu d'argent en liquide que j'avais déjà changé avant même mon départ. Donc, j'étais allée dans un bureau de change avant d'aller à l'aéroport pour transformer mes euros en dollars australiens. Ce que je vous recommande d'anticiper, comme ça, vous êtes tranquille une fois sur le territoire. Au niveau de la somme, moi, personnellement, j'avais déjà payé le logement. Il me restait juste à payer donc les courses, les dépenses quotidiennes, c'est-à-dire les transports en commun et le forfait mobile. Donc, c'était les seules dépenses que j'avais. Et j'avais pris donc l'équivalent de 300 € que j'avais converti du coup en dollars australiens. À vous de voir ce que vous estimez être vos dépenses quotidiennes. En règle générale, je trouve que 300 € c'est suffisant pour une semaine puisque normalement, si vous faites votre demande d'ouverture de compte bancaire dès votre arrivée, l'ouverture de compte est instantanée et ensuite il faut attendre quelques jours pour recevoir sa carte bancaire. En règle générale, c'est une semaine. Donc, on va dire que c'est normalement suffisant si vous savez que vous dépensez un peu plus, si vous êtes amené à sortir, à faire un petit peu la fête. Surtout qu'en Australie, l'alcool, même si c'est à consommer avec modération, coûte assez cher. Donc, prévoyez un budget un peu plus important. À vous de voir. Mais au moins 300 €, ça peut être un bon début. Et je précise d'ailleurs, je me permets pour vos budgets, vous avez, donc on en a parlé aussi la semaine dernière, mais l'application PVTist qui a un outil budget qui est littéralement dédié à ça, si ça peut vous aider à préparer votre départ, à faire un peu votre plan sur place, ce que vous comptez dépenser, de quelle manière aussi vous voulez vivre, etc. Vous pouvez vous aider de cette application, elle est complètement gratuite, donc que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, vous dormirez pareil le soir, mais dans tous les cas, elle vous aide quand même pas mal à faire tous vos plans de budget et puis vous rassurer aussi un peu. C'est bien d'avoir un petit, même si vous ne le respectez pas à la lettre, un petit budget de près, savoir où est-ce que vous tournez pour le budget à prévoir et le budget à l'arrivée. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à la télécharger. On a Eugénie qui nous dit, est-ce que c'est nécessaire de prendre sa carte d'identité en plus de son passeport ou pas? Non, tant que tu as ton passeport, c'est un document d'identité qui est international, donc tu n'auras pas besoin de ta carte d'identité. Et ça évite de la perdre en plus pendant ton aventure. Ouais. Donc effectivement, le passeport suffira largement. Il vaut mieux perdre que son passeport plutôt que son passeport et sa carte d'identité. Maëva nous demande s'il y a une application comme en Nouvelle-Zélande pour la déclaration à l'arrivée pour gagner du temps. Donc tu en as un peu parlé tout à l'heure, Morgane, que ce soit le passage SmartGate ou le passage avec les agents frontaliers. Est-ce que tu veux refaire un petit point dessus?
Bah, d'ailleurs, je vais vous l'envoyer. Donc, quand vous allez partir en Australie, on va vous distribuer dans le dernier avion qui vous mène en direction de votre ville d'arrivée, on va vous distribuer une carte de passager qu'il faudra remplir. De ce que je sais, de mon aventure, de mon expérience, il n'y avait pas moyen d'anticiper. Alors moi, je ne suis pas partie en PVT Nouvelle-Zélande, donc je ne sais pas forcément ce que c'est cette application-là. Je sais que dans le cadre du PVT Australie, il n'y a pas moyen d'anticiper grand-chose puisque c'est à votre arrivée qu'il faudra remplir et compléter ce document-là. Et ensuite, le passage classique à l'immigration avec soit les portes automatiques, soit le passage avec un officier des frontières. Donc, il n'y a pas moyen d'anticiper ou avoir des coupe-fil, si ce n'est peut-être le passage aux portes automatiques à l'immigration. Mais à part ça, tu ne pourras pas pré-remplir, par exemple, ta carte de passager. Donc, je dirais que non, mais je vais vous l'envoyer. Je pense que ta question va un peu dans le sens de ce qui peut aussi exister pour le Canada, où vous avez une application où vous pouvez déclarer votre arrivée en attendant l'avion pour le Canada, et quand vous arrivez, c'est déjà fait. Et du coup, non, c'est pas possible, comme vient de le dire Morgane. Vous aurez le temps de le faire dans l'avion et d'arriver tranquillement à l'aéroport. De toute façon, c'est pas quelque chose qu'on vous distribue 2 minutes avant de débarquer de l'avion, donc pas d'inquiétude là-dessus. Les bagages, ça c'est moi. Clément, est-ce que vous avez un plan quand on arrive à 3h du matin à l'aéroport ? C'est une bonne question. Alors, est-ce que c'est rattaché au forfait Internet ou au logement? Alors, j'ose espérer que normalement, tu auras ton logement. Normalement, si tu as un logement, tu peux directement te diriger vers ton logement. Bon, malheureusement, je pense que tu ne pourras pas avoir ta chambre avant, en règle générale, 15 heures. Mais normalement, ça dépend les villes, encore une fois. Il devrait y avoir des transports en commun. Si tu arrives dans une petite ville, peut-être que tu n'auras pas les transports en commun, mais tu auras toujours un système de taxi ou Uber. Mais du coup, si tu parles peut-être du forfait, je ne sais pas, peut-être être plus précis. Je ne sais pas à quel moment il a posé la question. C'était à 12h20, donc 12h20 pour moi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, je pense que c'était peut-être sur les forfaits. Si c'est le cas, tout dépend de ce que tu préfères faire. On a parlé rapidement de la eSIM. Ça peut être une solution, notamment pour avoir un forfait Internet, le temps d'avoir un forfait téléphonique australien. Sinon, tu peux très bien te débrouiller avec tout simplement l'Internet disponible sur l'aéroport en question. Donc, à toi de voir. Mais bon, à 3h du matin, c'est sûr que c'est généralement une organisation différente, puisque tu vas devoir te diriger vers le centre-ville et il ne va pas se passer grand-chose avant au moins 6h. Donc, il faudra un petit peu patienter avant de pouvoir voir la ville s'animer un petit peu et ensuite attendre un certain temps aussi pour pouvoir rejoindre ton logement. Donc voilà, j'espère avoir... N'hésite pas à nous préciser un peu ton plan d'arrivée et peut-être le sujet qui t'intéresse le plus. On va y arriver dès qu'on aura fini la liste des questions. Nathan nous dit, concernant les cartes SIM, est-il possible de passer par une eSIM également ? Oui, également. D'ailleurs, on en a fait un article sur WHO Australie qu'on vous a mis dans le récapitulatif de fin de conférence. En fait, on vous a présenté les avantages et les inconvénients d'une eSIM. C'est un modèle qui marche beaucoup pour les voyageurs du monde entier et notamment ceux qui partent en PVT en Australie ou ailleurs. Ça présente des avantages, c'est clair, notamment le fait d'être beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide à installer que de devoir se déplacer pour prendre un forfait mobile australien. Le principal inconvénient que je vois, c'est dans le cas d'un PVT, c'est l'absence d'un numéro local australien. C'est pas vérifié, ça va dépendre des employeurs, mais j'ai peur que ça vous freine, en tout cas que ça freine les employeurs dans le fait de vous recontacter si vous n'avez qu'une eSIM. Donc à voir, soit vous choisissez de partir avec une eSIM, soit vous décidez de compléter avec aussi un forfait mobile australien. On vous a fait plusieurs cas, plusieurs simulations
d'informations pour voir un petit peu ce qui pourrait être pertinent pour vous. On vous a aussi proposé une FAQ par rapport à la eSIM. Donc, à voir, en fait, ça va dépendre de votre façon de consommer et de votre façon de réaliser votre PVT. À la limite, si vous partez sur la souscription d'une eSIM et que vous voyez que c'est vraiment et que ça devient vraiment bloquant, notamment pour la recherche d'emploi, bon, bah, vous pouvez très bien souscrire à un forfait mobile australien auprès d'un low cost, par exemple, pour pas grand-chose. Je crois que le premier forfait, il est autour de 15 $. Donc, ça reste quand même très, très raisonnable et ça vous permet quand même d'avoir un forfait mobile australien et pouvoir pallier à cet inconvénient-là. Merci Morgane. On a Clem qui nous dit « Est-ce que des banques en ligne comme Revolut fonctionnent ou pas ?» Alors tout à l'heure, Morgane vous en a un peu parlé. Elle disait qu'au début de son PVT, elle avait une carte bancaire internationale qui lui permettait de faire ses premières transactions. Je dirais qu'une banque comme Revolut, elle fonctionne bien pour vos premières transactions, mais aussi si vous décidez de voyager aussi en dehors de votre pays de PVT pour ne pas avoir vos frais bancaires, etc. Mais dans tous les cas, je ne crois pas me tromper quand je vous dis qu'un employeur australien ne vous versera pas votre salaire sur un compte bancaire Revolut et les impôts ne vous prélèveront pas non plus sur un compte bancaire Revolut. Donc, dans tous les cas, il vous faudra une banque australienne. Et je complète juste en disant que je sais que c'est une démarche, entre guillemets, supplémentaire d'ouvrir un compte bancaire australien. La démarche, pour le coup, elle est très, très simple à réaliser et aussi, elle est gratuite, notamment chez la Westpac. Jusqu'à 30 ans, vous n'avez pas de frais liés à l'ouverture d'un compte bancaire. Donc, vous verrez qu'en fait, ça va vraiment vous faciliter la vie. Moi, personnellement, j'ai pour le coup regretté d'avoir pris une carte bancaire internationale parce qu'il y avait beaucoup de frais. Et comme je le disais, à l'arrivée, c'était intéressant pour les premières dépenses. Mais dès que j'avais mon compte bancaire et dès que j'avais ma carte bancaire australienne, ça a eu plus d'intérêt d'avoir cette carte bancaire internationale. Donc, à vous de voir, effectivement, avoir une banque en ligne, c'est pertinent pour notamment vos voyages à l'étranger ou en tout cas pour votre arrivée sur le territoire australien. Mais ça peut être complété facilement par le compte bancaire australien. Je trouve que les deux peuvent être une bonne option, de coupler les deux. Nathan, où doit-on faire la demande de TFN? Alors, je vous le disais tout à l'heure, ça va être sur le site de l'ATO. Voilà, elle est gratuite. Et puis, on a aussi un tuto. Alors, pour la majorité des démarches administratives, si ce n'est toutes dont on vous parle, on a des tutoriels pas à pas, screenshot par screenshot, de toutes les étapes que vous devez suivre, qui sont bien évidemment gratuites. Tout reste gratuit sur les deux sites. En termes de ressources utiles pour vous. Donc, on vous le mettra également, c'est prévu dans le récap. Vous pourrez le suivre directement, ce petit tuto TFN, pour voir comment l'ouvrir, éventuellement pas faire d'erreur. Mais c'est assez simple et ça se fait sur le site de l'ATO. Et vous verrez, mais la demande de TFN est assez proche de la demande de visa PVT. C'est des questions qui sont assez similaires. Donc, c'est plutôt facile à remplir. Ça prend une trentaine de minutes. À votre arrivée, les 5 démarches qu'on vous a listées, l'ouverture d'un compte, la souscription à un forfait, la demande de TFN, la superannuation et l'inscription au registre consulaire, vous pouvez les faire dans la journée si vous êtes très motivé ou dans les 2 jours qui suivent votre arrivée sans problème. Diana nous dit, peut-on se faire envoyer des médicaments par sa famille lorsqu'on a des traitements? Ça serait compliqué de tout emporter. C'est vrai qu'on a un peu abordé le sujet tout à l'heure. Je ne sais plus qui disait qu'il emportait ces boîtes de médicaments, qu'elles étaient nombreuses. Normalement, oui, vous pouvez vous en faire envoyer, mais il y a quelques règles à respecter. Morgane, est-ce que tu avais fait l'expérience de te faire envoyer des médicaments ou pas du tout? Pas forcément, mais c'est vrai que cette thématique est revenue dans des discussions sur le forum de pvtis.net. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu les retours d'expérience des anciens PVTistes qui ont pu se faire envoyer notamment des traitements médicaux. Donc, effectivement, c'est possible. Tes proches pourront t'envoyer des traitements via donc la poste et toi, tu pourras fournir une adresse postale soit à l'Australia Post, soit si tu as un logement fixe vers ton logement fixe. Après, les délais sont peut-être un peu longs et il pourrait y avoir des vérifications, notamment à la douane. Donc, ce qui peut être bien, c'est d'avoir toujours une ordonnance et dans l'idéal traduite au moment de l'envoi pour éviter d'avoir des problèmes à la réception de ton
de ton colis. Mais effectivement, c'est tout à fait possible. N'hésite pas aussi, si tu en fais l'expérience, de nous faire justement un retour sur PVTist ou sur WHO Australie, parce qu'on est souvent en quête de retour d'expérience, notamment plutôt récent, puisque les choses peuvent évoluer. Donc, n'hésite pas à nous dire si ça a été plutôt simple pour toi ou au contraire un peu compliqué. Lucie nous demande, pour les superannuations, il y a des différences entre les différentes plateformes. Quel est l'avantage de choisir la sienne? Alors, c'est une très bonne question. En fait, selon les superannuations, tu vas pouvoir... en fait, c'est comme des systèmes de banque un petit peu. Ton argent va pouvoir être placé sur tel ou tel endroit et va pouvoir soit avoir des taux d'intérêt intéressants, soit au contraire, si tu prends une superannuation plus risquée, ça peut être soit des gros gains, soit des grosses pertes liées à tes cotisations retraite. Et donc, c'est un peu comme jeu de la bourse. En Australie, ils mettent leur retraite, ils cotisent un petit peu à droite, à gauche pour essayer de faire fructifier leur cotisation retraite. Dans le cadre d'un PVT en Australie, je dirais que c'est pas forcément utile d'en avoir plusieurs ou alors de trop s'intéresser à ce système-là d'investissement selon les fonds de superannuation et selon les risques qui sont pris selon les fonds choisis, parce que vous restez en règle générale 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc, vous allez très peu voir ces avantages, même si vous prenez des gros risques sur l'investissement de vos cotisations retraite. Je vous enverrai quand même, dans le récapitulatif, vous aurez donc l'explication un petit peu détaillée et les avantages et inconvénients de certaines superannuations par rapport à d'autres. Mais honnêtement, je dirais de ne pas trop perdre de temps là-dessus parce que, encore une fois, vous ne verrez pas grand-chose de différent selon votre durée de PVT. Ce sera que quelques dizaines de dollars, donc ça n'aura pas une grosse influence si vous choisissez telle ou telle superannuation. Merci beaucoup, Morgane. C'est une thématique qui est un peu particulière, donc... Moi, j'ai trouvé ça clair. J'espère que les autres aussi, nous quand même. Clément nous dit, est-ce que l'inscription pour le consulat correspond au fil d'Ariane? Alors, il y a 2 choses différentes. Il y a l'inscription au registre consulaire et il y a l'inscription au fil d'Ariane. Comme je le disais, soit vous décidez de de vous inscrire au registre consulaire, notamment si vous restez plus de 6 mois. Donc, dans le cadre de votre PVT, ça peut être pertinent. Et si au contraire, vous pensez rester moins de 6 mois, privilégiez plutôt le fil d'Ariane. Alors là, j'ai des questions qui sont un peu chevauchées les unes aux autres, donc je risque d'en louper une. Si Morgane, tu as la suivante, je veux bien. Juliette nous dit, comment ça se passe pour la contraception si ce n'est que 3 mois? Eh bien, soit vous vous la faites envoyer, soit tu as une ordonnance avec une pilule qui correspond à ce que tu pourrais te faire prescrire, par exemple, en Australie, et du coup, tu vas chez un médecin australien pour qu'on puisse te prescrire la même chose. On ne l'a pas précisé, mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé à d'autres conférences, donc vous pourrez vous renseigner sur le sujet. Pour des traitements qui durent pour des maladies chroniques, vous avez aussi un côté CFE sur lequel vous renseignez, donc vous pouvez aller faire vos petites recherches là-bas. Morgane, est-ce que tu as un conseil en plus à donner pour la contraception, par exemple? C'est vrai que c'est une question qui peut vraiment poser problème avant de venir en Australie, et malheureusement, on n'a pas une réponse très franche du gouvernement australien. Donc, c'est un peu à vous de voir. Moi, je sais que j'avais emporté avec moi la totalité de ma contraception. Donc pour 1 an, puisque j'avais décidé de rester qu'1 an. Je sais qu'il y a des PVTistes qui choisissent de plutôt se le faire envoyer, donc se faire envoyer tous les 3 mois ou selon combien de contraception elles ont pris au moment de leur arrivée sur le territoire, selon leurs besoins. Donc ça peut être aussi une option. Vous pouvez aussi vous renseigner de voir s'il y a soit une équivalence, soit votre contraception disponible en Australie, et donc il faudra aller auprès d'un médecin, vous faire prescrire la pilule pour pouvoir ensuite avoir une ordonnance et aller directement en pharmacie. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs options. À vous de voir ce que vous préférez faire. J'avoue que moi, j'avais un peu un doute et je me suis dit, bon, si ça passe, ça passe, et sinon, je me ferai envoyer le reste par mes proches. Et au final, c'est passé. En tout cas, des retours que l'on a, on n'a jamais entendu de PVTiste ayant eu un problème à son arrivée sur le territoire au niveau de la contraception. Donc, c'est pas un gros risque si vous partez avec l'ensemble de votre contraception au moment de votre départ en PVT Australie. Alors, c'est là que j'ai l'impression qu'il y a une question sous la question de Juliette. Ouais, et toi, tu la vois?
Moi aussi, j'ai l'impression ça se chevauche et je sais pas Ça finit pourquoi, par mais transférer son argent en euros, en dollars. Donc, si la je personne se souvient de sa question, Je pense c'est comment transférer son argent sûrement. en euros ou en dollars. Alors, tout simplement, aller dans un bureau de change. Je sais qu'il y en a très souvent dans les grandes villes, donc n'hésitez pas à taper la ville proche de chez vous sur Google et regarder bureau de change. Donc, vous pouvez le faire directement dans ces lieux-là ou alors à l'aéroport. Ça dépend encore une fois de l'heure de votre départ. Soit vous le faites en France ou alors à votre arrivée sur le territoire australien ou même pendant vos escales. Encore une fois, selon les horaires, c'est soit ouvert, soit fermé. Si c'est ouvert au moment de votre départ, vous pouvez le faire au moment de votre départ. Au moment de votre ou vos escales, vous pouvez le faire aussi à ce moment-là. Ou au moment de votre arrivée sur le territoire. À vous de voir si vous êtes quelqu'un de très organisé. C'est ce que j'avais fait pendant mon PVT. J'avais vraiment tout préparé. Du coup, j'avais déjà mes dollars australiens avant même de partir. Mais donc, à vous de voir ce que vous préférez faire. Vous trouverez toujours, en tout cas, un lieu pour transférer vos euros en dollars australiens. Et si jamais la question portait sur le faire avec Wise, par exemple, ou toute autre plateforme, vous verrez que sur Wise, vous pouvez le faire de compte à compte, donc de compte français à compte australien, ou via votre carte. De toute façon, tout sera bien indiqué, soit dans le bon plan si vous le lisez bien en entier, ce qu'on vous conseille de faire, ou bien directement, vous verrez, l'application est assez simple. Vous rentrez vos informations et ça vous permet de faire des transferts directement. Donc voilà, il existe plusieurs options, comme le disait Morgane, et c'est relativement simple. Alors, Sabrina, étant donné qu'on ne reçoit pas tout de suite le TFN, comment fait-on si on a déjà quitté l'auberge, le premier logement? Arrive-t-il dans les 28 jours? C'est une très bonne question. C'est vrai que le TFN est plutôt long à obtenir. Si vous avez de la chance, vous pouvez peut-être le recevoir avant ce délai de 28 jours. Sinon, vous avez deux options. Si vous pensez quitter votre logement, donc par exemple votre auberge de jeunesse, avant les 28 jours donc liés au délai de traitement de la demande de TFN, vous pouvez tout à fait, au moment de votre demande de TFN, renseigner au niveau de l'adresse postale pour vous faire envoyer le numéro. Renseigner une Australia Post, donc comme on pourrait le voir en France avec la Poste, renseigner une adresse d'un bureau de poste australien pour pouvoir vous faire envoyer votre TFN directement sur cette adresse-là. Alors, si vous quittez votre logement, forcément, le bureau de poste devrait être proche de votre futur logement, mais même si jamais vous êtes un peu loin, éloigné, etc., vous pouvez tout à fait vous y rendre ensuite. La deuxième option, c'est notamment pour les personnes qui sont un peu plus nomades et qui envisagent dès leur arrivée, quasiment quelques jours après leur arrivée, de déjà voyager. Ce que je vous recommande de faire, c'est après un certain délai, pas dans la minute qui suit votre demande de TFN, mais après au moins une dizaine, voire une quinzaine de jours, c'est de contacter les services de l'ATO, donc les services auprès duquel vous avez fait votre demande de TFN, pour pouvoir avoir votre numéro par téléphone. Cette démarche, elle est possible et c'est ce que j'ai fait pendant mon aventure puisque j'avais quitté mon logement et j'étais ensuite partie pour un PVT un peu nomade. Donc, j'avais pas encore reçu mon numéro de TFN et je les ai contactés par téléphone au 13 14 50, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'ATO et donc là, le 13 14 50, c'est le numéro qui vous met en relation avec les services d'un traducteur, notamment pour les personnes qui sont pas forcément à l'aise en anglais. C'est plutôt pratique puisque ça reste une thématique assez particulière et très administrative. Donc, ça vous permet quand même d'avoir l'aide d'un traducteur si vous n'êtes pas à l'aise en anglais. C'est toujours bien. Et donc, normalement, ils sont en mesure, si votre demande a été traitée, de vous donner votre numéro de TFN par téléphone. Si c'est le cas, je vous invite grandement, avant de passer le coup de téléphone, à avoir tous les documents près de vous, donc tous vos documents rattachés à votre visa, votre numéro de passeport, votre numéro de demande de TFN, parce que toutes ces informations-là seront demandées au moment de votre appel à l'ATO. Donc, ayez toutes ces informations près de vous et préparées avant votre appel. Et dès que vous avez réceptionné votre numéro de TFN, pensez à le noter partout, notamment si vous êtes sûr de ne pas récupérer votre courrier. Comme ça, votre TFN et votre numéro rattaché pourra vous suivre toute la durée de votre visa. Et si jamais vous renouvelez pour une deuxième ou troisième année, pareil, ce sera une démarche qui ne sera pas à reproduire. Tant que vous avez bien ce numéro-là, vous pouvez le conserver jusqu'à 3 ans, en tout cas dans le cadre d'un PVT. Donc, gardez-le bien partout, notez partout. Et j'anticipe une question qui est ensuite, à la suite de cette liste-là, est-ce qu'on le reçoit par mail, le TFN? Non, on le reçoit uniquement par courrier ou par téléphone si vous contactez les services de l'ATO.
Super. Et Clément précise sa situation tout à l'heure pour arriver à 3h du matin. Il nous dit c'est pour peur, c'est effectivement le logement, l'auberge de jeunesse est fermée. Pour le coup, vous êtes quand même de nombreux voyageurs à arriver sur des horaires qui sont comme ça un peu entre deux, en pleine nuit. Tu pourras quand même patienter dans l'aéroport, éventuellement regarder si quelque chose est ouvert pour pouvoir manger. Ça te permettra de passer un petit peu le temps. Mais oui, c'est vrai que du coup, il faudra faire avec les horaires que tu auras sous la main. Après, peut-être contacter aussi ton auberge, hein, si jamais ton logement est ouvert 24/24 et que tu as pris la nuit entre deux, et donc peut-être qu'ils pourront te fournir le logement. Renseigne-toi directement auprès d'eux, comme ça tu auras une information claire. Ouais. Au moins pouvoir attendre à l'intérieur, même si tu n'as pas encore la chambre ou le dortoir que tu as réservé. Après, l'avantage de l'Australie, tu le verras, c'est que les Australiens sont des lève-tôt. Donc normalement, si tu es motivé, bon, après, autant d'heures de vol, peut-être pas, mais tu pourras te faire une petite séance de sport près de la plage ou juste te promener, mais tu verras que tu croiseras du monde, allez, on va dire 2 heures après ton arrivée sans problème. C'est vrai, ce sera un autre rythme à prendre si vous avez l'habitude de faire des grasses matinées. Talia nous dit du coup concernant le forfait mobile, on peut avoir un forfait international français plus un forfait australien. Oui, tu peux, c'est le principe de la eSIM te permet d'avoir ça, te permet d'avoir plusieurs cartes SIM du coup, une carte SIM et une eSIM dans ton téléphone, donc tu peux complètement coupler les deux en fonction évidemment de ton utilisation et de tes besoins. Tout le monde ne le fait pas, mais Morgane, il me semble, a envoyé le lien vers l'article dans le chat, si je ne m'abuse, de la eSIM. Je crois que oui. Je ne l'ai pas mis en épinglé, mais je l'ai envoyé, oui. Ouais, mais ah ouais, il est là. Voilà, donc si tu veux, tu peux aller jeter un œil là-dessus, on en parle un petit peu plus. Donc ça, le TFN par mail, la réponse est non. Y a-t-il des postes restantes en Australie? Tu en as un peu parlé avec la réception du TFN. Morgane, est-ce que tu veux dire un mot en plus dessus? Il y a des postes restantes et si jamais vous voulez vous renseigner un peu, on a pareil un article sur le sujet sur pvtis.net qui est assez développé pour vous montrer un petit peu les services que la Poste en Australie vous propose. Mais clairement, c'est la même chose qu'on voit en France. Le système est plutôt similaire. Donc, si jamais vous êtes vraiment sur un type de PVT un peu nomade, ça peut être une très bonne option pour pouvoir recevoir du courrier. Après, je vous rassure, dans le cadre de votre PVT, vous allez le voir, vous n'allez pas recevoir énormément de courriers. En règle générale, tout est plus ou moins dématérialisé, sauf le TFN qui malheureusement est envoyé par courrier ou alors disponible par téléphone. Après, le reste, en règle générale, même les employeurs vous envoient le contrat de travail par mail ou alors ils vous l'impriment ou alors les fiches de paie, ça va être pareil, soit imprimé, soit par mail. C'est rare que vous ayez besoin d'une adresse fixe. Si vous avez un logement du coup plus longue durée, une colocation, une location ou si vous êtes vraiment en auberge de jeunesse pendant du long terme, vous pouvez très bien choisir aussi ces adresses-là pour pouvoir vous faire envoyer du courrier si nécessaire. Jean-Baptiste nous dit, est-ce qu'on a besoin d'un visa supplémentaire si on fait des escales à Doha ou Kuala Lumpur? Si oui, est-ce qu'on peut le faire sur place à l'aéroport? Alors là, comme ça, je ne les ai pas en tête, mais ce sera très certainement écrit soit sur le site de la compagnie que tu prends en te précisant que pour ton escale, tu as besoin d'un visa ou non. Certaines destinations, si c'est juste une escale et que tu n'as pas à sortir de l'aéroport parce que c'est une escale de 2 ou 3 heures, tu n'as pas besoin de visa. Mais pour d'autres, oui. Morgane, je ne sais plus quelles escales toi tu avais eues. Alors moi, au retour, j'avais fait Doha. Donc quand je suis rentrée en France, j'étais passée par Doha. J'avais pas eu besoin de visa et ça me fait sourire parce que je m'étais même pas posé la question. Donc vraiment, comme Morgane, vous posez pas de questions. Il n'y avait plus d'organisation sur la fin. Sur le départ, j'étais très, très organisée. Sur la fin, c'était n'importe quoi. Donc, j'avais pas eu besoin. En tout cas, j'ai pas eu de problème puisque je suis rentrée en France. Vérifie quand même. On ne sait jamais si ça a changé. C'est une bonne question. Et Kuala Lumpur, pareil. J'avoue, j'ai pas le. Généralement, la compagnie vous le dit. Attention, vous avez une escale à ce moment-là. Il vous faudra un visa. Donc, vérifie ta réservation si tu l'as déjà faite. Ou si ce n'est pas encore le cas, dans tous les cas, ça sera écrit. Et puis sinon, on essaye de contacter la compagnie que tu comptes prendre. Eux, ils le savent de toute façon. Clément nous dit pour les tickets, comment cela se passe? Je pense, Clément, que tu dois parler des tickets pour les jobs et notamment pour les jobs en mine, en construction, etc. Ça, du coup, ça fera plutôt l'objet de la conférence qui va être dédiée au job et au logement. Je crois qu'on a couplé les deux dans la même conférence. Du coup, on garde bien ta question, mais dans tous les cas, on abordera ce sujet-là rapidement ensemble et puis on pourra repasser au moment des questions sur cette thématique-là sans souci.
Juliette nous dit, c'était Juliette le message qu'on ne voyait pas, je parlais que je n'avais pas compris le principe de Wise pour le transfert d'argent. Du coup, je te fais un mini récap, mais tu me dis s'il y a quelque chose qui t'échappe encore. Tu auras sur la plateforme Wise un moyen de rentrer tes informations bancaires françaises, que ce soit ta carte bancaire ou ton compte bancaire français, et tes informations bancaires australiennes vers lesquelles tu voudras envoyer ton argent. Que ce soit le premier transfert ou des transferts que vous faites régulièrement pendant vos PVT. Vous avez directement, vous choisissez, vous verrez, vous aurez votre nom, votre prénom et un petit drapeau qui correspond au pays dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez directement cliquer dessus, mettre le montant que vous envoyez en euros ou en dollars australiens et vous faites directement le transfert. Il y a plusieurs paliers de frais une fois que vous avez passé le premier transfert qui est gratuit. Vous avez plusieurs paliers de frais, que ce soit de compte à compte ou de carte à carte. Vous verrez que ce ne sera pas les mêmes. Donc vous prenez celui qui vous arrange généralement le moins cher. Mais pour ce qui est du premier transfert, il va être gratuit si vous n'êtes pas encore inscrit sur Wise. C'est vraiment la première inscription et le premier transfert qui vous permettent de transférer vos fonds sans frais, là du coup de votre compte français, belge, quoi que ce soit, vers votre compte australien. Ensuite, on a une dernière question. On va prendre celle d'Eugénie et puis après, on pourra vous libérer, je pense. Eugénie nous dit... Est-ce qu'une fois que l'on est inscrite au consulat français, est-ce que vous savez, lors d'un vote, si on doit se rendre en physique au consulat pour voter ou si on peut le faire en ligne? Alors, je pense qu'il existe les deux options. Je pense aussi, mais je pense que tu vas pouvoir voter dans des bureaux de vote, même si ce n'est pas à Sydney. Donc, tu auras des bureaux de vote qui seront disposés un petit peu partout en Australie. Il faudra bien se renseigner selon où tu te trouves. Je pense que c'est une thématique sur laquelle on communique quand c'est pertinent et notamment avant des élections. Donc, tu auras toute l'information quand ce sera d'actualité sur pvtis.net ou WHV Australie et quand on connaîtra notamment les endroits pour pouvoir voter. Tout à fait. Merci beaucoup, Morgane. Et oui, Clément, du coup, Morgane t'a envoyé un petit article pour patienter si tu veux et même préparer tes prochaines questions pour la conférence dédiée. Ça peut te permettre d'avoir une petite liste. Morgane, est-ce que tu as un détail, quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on clôture cette conférence ? Je pense qu'on est pas mal. Je tiens à repréciser le fait que c'est très important de réaliser ces démarches administratives dès votre arrivée sur le territoire. Encore une fois, je sais que ça fait pas mal de choses à réaliser, mais pour le coup, c'est assez rapide. Toutes les démarches se font en un minimum de temps. Donc, vous verrez que dès que vous allez cocher ces 5 petites cases, vous allez pouvoir vraiment lancer votre PVT en Australie. Donc, pour le coup, n'hésitez pas à le faire le premier jour, voire les 2 premiers jours, 3 premiers jours, si votre on donne 3 jours, comme ça vous êtes tranquille et vous pouvez aussi profiter de l'Australie. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, notamment sur notre compte WHV Australie. Comme ça, on pourra y répondre et voilà, on espère peut-être vous retrouver demain ou pour les autres conférences ou pour les lives qui seront disponibles sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup tout le monde pour vos questions, surtout. C'est très précieux à chaque fois. Et comme l'a dit Morgane tout à l'heure, si vous avez des retours d'expérience à nous donner, n'hésitez pas. Souvent, l'information s'arrête ici. On donne des réponses et les gens testent, ça marche ou ça marche pas, mais on n'a pas forcément de retour et c'est quand même assez précieux pour les prochains qui partent puisque nos PVT à nous aussi ont une fin. Donc, on ne peut pas toute la vie rester sur place, même si j'en connais une parmi nous deux qui adorerait. Malheureusement, ouais, j'aurais aimé, mais bon. Et Clément, je rebondis juste sur ta dernière question. Les quartiers les plus centrés pour choisir l'auberge de jeunesse, on en reparlera en même temps que le job sur la recherche de logement, si tu veux bien. Et puis en même temps, il y a pas mal de ressources sur le site. Si jamais tu veux continuer à nous poser des questions, comme disait Morgane, tu peux nous rejoindre si tu veux sur Instagram. On pourra t'envoyer quelques ressources utiles. Et puis pour la prochaine, pour que je vous redonne la date, c'est demain. Donc vous pouvez vous réinscrire demain. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous inscrire parce que l'horaire ne vous arrange pas ou quoi que ce soit, vous aurez de toute façon le replay de la conférence de demain aussi disponible sur le compte YouTube de pvtis.net. Donc, a priori, vous devriez nous voir partout tout le temps, si jamais on vous... Pendant un mois, c'est sûr. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis, pour celles et ceux qui se sont inscrits demain ou qui veulent participer, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à demain. Et puis, sinon, pour les autres, à la semaine prochaine ou à mercredi sur Instagram.